Xi Jinping, donc, qui s'apprête à renforcer son pouvoir lors du 20e congrès du Parti communiste chinois qui commence ce dimanche. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef à Challenge, donc le président de la République populaire de Chine, qui devrait, sauf coup de théâtre assez improbable, remplir pour un troisième mandat de 5 ans. Et pourtant, le contexte, notamment économique, et vous avez un gros article, une grosse enquête là-dessus, le fragilise. C'est-à-dire ? Exactement, il y a un vrai paradoxe. Ce congrès va consacrer à nouveau le pouvoir de Xi Jinping, qui va donc remplir troisième mandat de 5 ans. Et c'est un moment où il concentre encore plus le pouvoir qu'au début de ses précédents mandats. Donc a priori, on peut se dire tout va bien pour lui. Il verrouille de plus en plus la société chinoise et verrouille toute opposition. Sauf que le contexte est très défavorable, et notamment l'économie. C'est-à-dire la prévision pour l'année prochaine de la Banque mondiale, c'est 2,8%. C'est du jamais vu quasiment. C'est du jamais vu. Ouais. Quand on publie justement un graphique dans Challenge, on voit bien l'évolution de cette croissance chinoise qui a parfois tutoyé les 15% ces 40 dernières années. Et donc, entre 2 et 4% selon le FMI, mais pour les Chinois, c'est un très gros ralentissement. Et la cause principale, c'est évidemment la stratégie anti-Covid de Xi Jinping. C'est l'homme le plus puissant du monde, selon le magazine Forbes. Je me suis dit, mais sur quels critères d'ailleurs C'est-à-dire l'homme le plus puissant parce qu'il est à la tête d'un État qui est quand même la deuxième économie mondiale et, si vous voulez, le Parti communiste et son chef dirigent l'économie. Joe Biden est un homme extrêmement puissant également aux États-Unis, qui est la première économie mondiale, mais il ne dirige pas toute l'économie, si vous voulez. Xi Jinping a droit de vie et de mort sur les grands dirigeants de la Chine, ce que ne peut pas faire Joe Biden. Donc effectivement, quand on compare les deux grandes puissances, on peut dire que Xi Jinping est plus puissant puisqu'il peut actionner tous les leviers économiques. Mais justement, son problème actuel, c'est que son économie va mal, on n'avait jamais vu ça. Sa stratégie anti-Covid, en fait, commence à être assez contestée parce qu'elle est très radicale. Dès qu'il y a un cas positif, on ferme, dans une usine, on ferme l'usine. Donc, on voit vraiment l'impact très important. Et l'autre problème il a à faire face à un vieillissement de la population assez important, avec des retraites qui sont relativement faibles en Chine. Et donc on voit bien, là les graphiques le montrent clairement, que la consommation chinoise est en train de stagner. Ce n'est plus le temps où les investisseurs débarquaient en Chine pour ce grand marché chinois qui était en explosion. Là, en ce moment, c'est une lente stagnation. Donc, il y a vraiment des problèmes structurels auxquels il doit faire face. Avec des voyants économiques qui virent de plus en plus vers le rouge, notamment la partie immobilière, avec un retournement, peut-être pas sur les prix d'ailleurs, mais au moins sur les volumes, peut-être sur les prix aussi d'ailleurs, je ne sais pas. C'est ça, donc le 30% de chute des transactions. Il y a, donc le secteur immobilier depuis longtemps est assez gangréné et soutenu par les banques publiques. Donc là, il y a quand même une vraie crise avec un promoteur, Evergrande, qui est surendetté, qui fait peur à tout le monde. Donc c'est un facteur supplémentaire d'inquiétude pour la Chine. Il y a quand même beaucoup de choses qui s'ajoutent. Il y a des causes conjoncturelles, l'immobilier, et des causes vraiment structurelles, ce que je disais sur le vieillissement de la population, parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est la réaction des grands patrons français, par exemple, qui auparavant, tout le monde voulait aller en Chine. C'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on les interroge, c'est plus tellement nécessaire. Ce n'est plus l'Eldorado d'avant, donc du coup, ils se disent, pourquoi pas d'autres pays voisins comme le Vietnam ou l'Indonésie qui sont plus dynamiques. L'image de la Chine s'est dégradée auprès des investisseurs, des chefs d'entreprise. Clairement, parce qu'à la fois, c'est de plus en plus verrouillé. Quand vous êtes un investisseur étranger, vous n'avez pas droit à un seul faux pas. Donc il y a un contrôle de l'État plus fort qu'auparavant. Et le marché devient moins, moins alléchant avec des consommateurs qui consomment moins qu'avant. Donc du coup, on peut éventuellement investir ailleurs, dans des pays voisins, d'autant que la croissance chinoise cette année, c'est un fait inédit également, est inférieure à celle d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Ça ne s'était pas vu depuis de nombreuses années. Il est temps, Xi Jinping, sa mainmise sur l'économie, et en même temps son leadership s'étiole. Il n'y a pas là encore une fois une contradiction avec l'idée que la politique zéro Covid laisse comme des traces et est de moins en moins supportée par la population. C'est ça, donc on sent, alors c'est très difficile de savoir ce qui se passe au cœur du régime chinois. Bon, il y a quand même eu des rumeurs de coup d'État récemment qui ont été démenties, c'était visiblement une fake news, mais on sent bien que sa politique très radicale commence à
à poser problème. Parce que il y a toujours un risque d'explosion sociale. Hein. Ce que nous dit Pierre Thyssen, notre spécialiste de la Chine, dans son papier, c'est que par exemple, le taux de chômage des jeunes atteint 20% dans les grandes villes. Donc, quand vous avez ce genre de problème, on se dit que ça peut mener à une explosion sociale. Donc du coup, au sein du parti, visiblement, il y a des discussions. Et si apparemment tout va bien officiellement pour Xi Jinping, mais derrière, il y a visiblement certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec cette politique parce qu'ils voient les risques pour le pays et donc pour le pouvoir chinois. Post-congrès du PCC, est-ce que Pékin va devoir lâcher du lest sur sa stratégie, sa politique zéro Covid? Pour toutes les raisons qu'on a évoquées là. Ben, ça paraît un peu évident. C'est-à-dire que parce que là, l'approche du congrès, on a tout verrouillé. Hein. Et les confinements, pas confinement quand il y a besoin à Shanghai ou ailleurs. Exactement. Donc là, et je pense que vu le coût économique et social pour le pays, il paraît probable que cette politique s'allégera. On voit bien que c'est quand même un très gros risque. Et donc, comme Xi Jinping va absolument continuer à verrouiller ce pouvoir, on peut probablement se dire qu'il va lâcher du lest. Pour l'instant, c'est l'incertitude. On a interrogé des chefs d'entreprise, notamment français, sur place, qui sont se disant, dans mon entreprise, si demain il y a un cas, il risque de fermer. Donc, ils espèrent un allègement, mais pour l'instant, c'est encore extrêmement compliqué pour les investisseurs de faire des affaires dans ce contexte-là. Alors, on sort de l'économie, c'est de la géopolitique, mais elle a évidemment un impact sur l'économie, c'est le positionnement sur la guerre en Ukraine de la part de Pékin, de la Chine. Est-ce que Xi Jinping donne le sentiment ou pas de commencer à lâcher Vladimir Poutine? Est-ce que la patience du grand timonier de Pékin va s'émousser à mesure que le conflit va gagner, on va dire, en intensité ou qu'il va durer? C'est ce que nous dit notre spécialiste Pierre Thyssen, qui est très bien renseigné et qui a noté justement ces divergences et cet énervement finalement de Xi Jinping vis-à-vis de son allié russe. Ça s'est vu au dernier sommet à Samarcande, en Ouzbékistan. On sent bien c'est l'allié historique, mais le régime commence à être énervé du jusqu'au-boutisme, en fait, en se disant que ça peut avoir des conséquences graves au niveau planétaire. Et effectivement, donc il y a un refroidissement des relations. Jusqu'où ça peut aller, c'est la grande question. En ce moment, on est un peu dans l'entre-deux, mais clairement, le pouvoir chinois est gêné avec son allié russe. Voilà la Chine de Xi Jinping, un colosse au pied d'argile, enquête effectivement à lire cette semaine, avec une couverture d'ailleurs, on va la voir, la couverture est sur... Alors sur l'automobile, oui. Ce que va devenir l'automobile, c'est le grand Big Bang de l'électrique. Voilà. On est allé un petit peu dans le détail des grands constructeurs, notamment avec une interview de Luca De Meo, le directeur général de Renault. C'est vraiment le grand Big Bang structurel qui est en train de se mettre en place. Et qui va quand même très très vite pour les constructeurs. Exactement. Avec des constructeurs chinois d'ailleurs pour le coup qui sont largement en avance. Une voiture sur deux électrique vendue dans le monde l'est en Chine. Eh oui, ça à nous lire ramène. Notamment dans Challenge cette semaine, Challenge qui vient de sortir aujourd'hui. Thierry Fabre, rédacteur en chef donc, de l'hebdomadaire. Merci. Merci beaucoup. Bye.